Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va essayer de tenir les horaires. Il est 11h30 et nous sommes donc à la session des communications libres en obstétrique. Nous allons accueillir pour le premier topo Marine Lallemand qui va venir nous parler de la prise en charge conservatrice versus suture systématique des déchirures périnéales du premier degré ou vaginale isolée à l'accouchement. C'est un essai d'efficacité randomisé préliminaire. Tu as 8 minutes de présentation et on laissera 2 minutes pour les questions et on tiendra le timing. Merci beaucoup Marine. Bonjour à tous. Merci Paris Santé Femmes d'avoir accepté ma communication. Voici mes conflits d'intérêts. Du coup, pour commencer, on est parti du concept que les femmes souhaitaient une réduction de la médicalisation de leur accouchement et une protection périnéale à l'accouchement et que le point de vue des professionnels de santé évoluait concernant la réparation périnéale et qu'actuellement, il y avait un débat concernant la suture de la déchirure périnéale simple. On est parti de l'hypothèse que la suture induisait un œdème réactionnel, que la résorption du matériel de suture contribuait à la douleur périnéale et qu'il y avait une alternative envisageable qui était la compression digitale de la déchirure périnéale superficielle. Donc on a créé un essai clinique dont l'objectif était d'évaluer l'efficacité et la sécurité d'une prise en charge conservatrice par rapport à la suture systématique des déchirures périnéales simples du premier degré ou vaginales isolées à l'accouchement. Donc pour ça, on a construit un essai d'efficacité prospectif, randomisé, contrôlé et ouvert au sein d'une maternité niveau 3, donc à Besançon. On a inclus entre 2017 et 2018. On a recruté à la consultation du 8e mois les patientes primipare singleton après 32 semaines. On exclut toutes les patientes qui avaient des troubles de l'hémostase, un traitement anticoagulant, un antécédent de chirurgie périnéale ou d'excision. Ensuite, on a randomisé les patientes après accouchement selon les critères d'inclusion suivants. Patientes de plus de 18 ans, déchirure périnéale simple du premier degré ou vaginale isolée, avec après un accouchement voix basse spontanée d'une présentation céphalique à terme. Les patientes ont été randomisées dans 2 bras, un bras prise en charge conservatrice. Ça consistait en une compression digitale pendant 5 minutes, 6 saignements, suivi d'une suture si le saignement persistait. Et l'autre groupe, c'était suture systématique. Le critère de jugement principal, c'était le succès de l'intervention AJ10 du postpartum, défini par une douleur évaluée à l'aide d'une EVA inférieure à 3, associée à une cicatrisation satisfaisante définie par un score de RIDA inférieur ou égal à 2 et l'absence de saignement ou d'infection. Les critères de jugement secondaire étaient le succès de l'intervention AJ3 avec un score de RIDA inférieur ou égal à 2, avec une EVA inférieure à 5 et l'absence de saignement ou d'infection. Il y avait aussi le succès de l'intervention à 2 mois avec l'absence de douleur périnéale et la reprise des rapports sans dyspareunie qu'on évaluait avec le questionnaire FSFI. La qualité de vie sexuelle à 6 mois, la consommation d'antalgiques à J3 et à 2 mois et la consultation chez un praticien pour un trouble périnéal à 2 mois du postpartum. Évidemment, on a eu un calcul du nombre de sujets nécessaires avec une analyse intermédiaire avec 22 patients dans chaque groupe et à l'analyse finale, il fallait au moins 56 patients dans chaque groupe. On a screené 2209 patientes. Il y en a 569 qui étaient éligibles et qui ont consenti. On en a randomisé 143, avec 72 patientes dans le groupe suture systématique et 71 patientes dans le groupe prise en charge conservatrice, avec 5 patientes qui avaient eu ni compression digitale ni suture, 33 patientes qui avaient eu juste une compression digitale sans suture et 33 patientes qui avaient eu une compression digitale pendant 5 minutes suivie d'une suture. Si on regarde le critère de jugement principal, c'est-à-dire le succès AJ10, il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre les 2 groupes. Par contre, on voit qu'il y a un score de RIDA qui est un peu plus faible dans la prise en charge conservatrice et il y a un peu moins d'œdème périnéal dans la prise en charge conservatrice. Si on regarde ce qu'il y a dans la littérature, il y a 2 essais qui ont été publiés dans la littérature. Lundquist qui lui a randomisé 80 patientes avec des déchirures périnéales du premier degré ou du deuxième degré. Lui, c'était suture systématique versus non-suture. Et pour lui, il n'y avait pas de différence en termes de cicatrisation AJ3 entre les 2 groupes. Mais dans cette étude-là, il n'y avait pas de standardisation de la mesure de la cicatrisation. Et puis en 2003, il y a Fleming qui avait publié un essai randomisé, pareil, de suture systématique versus non-suture chez des patientes qui avaient une déchirure périnéale simple du premier ou du deuxième degré. Lui, il avait retrouvé une cicatrisation plus rapide et un meilleur rapprochement des berges AJ10 dans le groupe suture systématique. Si on regarde les critères de jugement secondaire,
Il y avait un peu moins de douleur dans le groupe prise en charge conservatrice AJ1. Et concernant le critère composite AJ3, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Juste la nuance par rapport au fait qu'il y avait moins de douleur périnéale dans la prise en charge conservatrice AJ1, il y a probablement un biais qui est lié à l'absence d'évaluation du critère en aveugle et la satisfaction des patients de ne pas avoir été suturés. Si on regarde les autres critères de jugement secondaire, à 2 mois, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Et en termes de sexualité, on a 31 patientes qui rapportent une dyspareunie pendant la pénétration de manière systématique ou quasiment systématique versus 10% dans le groupe prise en charge conservatrice. Et on a 12% de patientes qui rapportent des dyspareunies après la pénétration versus 0 dans le groupe prise en charge conservatrice. Et Lundquist lui avait aussi retrouvé la même chose avec plus de dyspareunie dans le groupe suture systématique. Si on veut un peu discuter ce travail, donc c'est l'étude la plus large publiée à ce jour dans la littérature. Il y a un taux d'acceptation de l'étude qui est assez élevé, il y a 5% de refus. On a évidemment un nombre de sujets nécessaires qui avait été calculé auparavant. On a une étude qui est construite en 2 plans, en 2 étapes de Simon, et on a une double évaluation des déchirures périnéales, la sage-femme et le gynéco. Les limites, c'est qu'il n'y a pas d'aveugle, c'était pas faisable. On a quand même 19% de perdu de vue à J10 et 50% à 6 mois. Il y a une validité externe qui est limitée. Cette étude elle a été réalisée dans un seul centre, au CHU de Besançon, où on a un taux d'épisiotomie qui est très faible, qui est inférieur à 1%, avec la réalisation d'une manœuvre de coup d'air systématique. Et il n'y a pas d'évaluation de la continence ou du bien-être psychique de la patiente. Donc, en conclusion, on a un taux de succès de la prise en charge conservatrice à J10 qui est quand même de 90%. C'est donc une prise en charge qui est efficace et sécure. C'est un concept qui est vraiment facilement accepté par les patientes. Je pense que la prochaine étape, c'est une étude contrôlée, randomisée, multicentrique, qui est à prévoir. Merci pour votre attention. Merci Marine et bravo pour ce timing parfait et cette étude surtout. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On a 3 minutes de questions. N'hésitez pas. Oui. Juste pour le choix de votre critère de jugement principal, oui. Vous êtes basé sur quoi ? Sur le timing J10 ? On s'est basé sur les études qui avaient déjà été publiées. Et c'est classiquement à J10 qu'on évalue le résultat d'une suture ? Dans les 2 essais cliniques, ils avaient évalué à J3 et J10. Et, enfin, dans un, c'était J3, J10, l'autre, c'était J10, pour ça qu'on a préféré J10. Qu'est-ce que tu appelles un taux de succès à 90% ? Je n'ai pas compris le taux de succès. Ça veut dire que le score de RIDA, et en plus, je ne sais pas s'il doit être élevé ou faible, le score de RIDA. Tu es allé un peu vite, mais oui. C'est normal le timing. Oui. En fait, on a 90% de... Enfin, quand on prend le critère jugement principal, on a 90%, plus de 90% qui atteignent ce critère jugement principal. Et ce critère de jugement principal, c'était la bonne cicatrisation ? C'est l'association d'une EVA inférieure à 3, donc la quasiment absence de douleur, un score de RIDA inférieur à 2. Donc c'est-à-dire bien cicatrisé. C'est bien cicatrisé, moins d'œdème, moins de suintement, rapprochement des berges et absence de saignement ou d'infection. D'accord, mais alors dans les 10%, les patientes se plaignaient de quoi ? C'est-à-dire que ça pouvait être des berges qui n'étaient pas rapprochées ? Oui. Ouais. Donc il a fallu reprendre secondairement ? Non, il n'y a eu aucune reprise. Non. Bon, mais merci, c'est très intéressant. Hein. C'est des pratiques qui sont de plus en plus faites, mais d'avoir un soutien de la littérature pour savoir si c'est justifié, c'est très intéressant. On te remercie. Merci. Et moi, j'ai encore une autre question. Ouais. Bah ouais, quand même, on est en avance. Alors, et juste, il y avait un vécu de l'accouchement ? Parce que Justement, on n'a pas évalué ce versant-là, donc je pense que c'est ça qu'il faut faire aussi dans l'essai. Vous en aviez discuté et finalement, ça n'a pas pu être fait ou vous l'avez un peu omis ? Parce que on ne pouvait pas tout faire, donc on s'est dit on va évaluer plutôt le côté sécurité et efficacité et puis on verra le bien-être après. Mais on a quand même un bon retour des patients qui sont très satisfaites. Mais dernière chose, qui suturait ? C'était le gynéco. Donc ça veut dire que le gynéco, à chaque fois qu'il y avait une déchirure périnéale de grade 1... Non, mais c'est l'interne, oui, j'étais interne à ce moment-là, je venais suturer. Ouais. Ah, d'accord, c'est l'interne. Donc la sage-femme disait j'ai bien un stade 1, toi tu venais, j'ai bien... On confirmait et après on suturait. Okay. Beau travail. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle ? Merci beaucoup Marine. Merci à vous.
Donc on enchaîne avec Margot Vergne, qui va nous parler de grossesse gémellaire et de molle idatiforme complète. Donc 8 minutes de présentation et quelques minutes de questions derrière. À toi de jouer. Je ne sais pas comment passer à la présentation. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Margot Verne, je suis docteur junior aux Hospices civils de Lyon et je vous remercie de me permettre de présenter ce travail qui était mon travail de thèse, qui concerne donc un type bien particulier de grossesse multiple qui comporte une molle idatiforme complète et un fœtus sain. On s'est intéressé donc aux complications obstétricales et oncologiques. Parle bien devant le micro. Oui, pardon. Donc pour commencer en introduction, qu'est-ce que ce type particulier de grossesse, donc la grossesse multiple qui associe molle complète et fœtus sain? Ça arrive bien que rarement, entre 1 sur 22 000 et 1 sur 100 000 grossesses. Donc c'est à la fois une grossesse multiple, dans le cadre d'une grossesse gémellaire bicoriale biamniotique, avec un fœtus qui est présumé sain et qui est associé donc à son placenta. Au niveau génétique, c'est donc une diploïdie biparentale, 23 chromosomes paternels, 23 chromosomes maternels, et une molle idatiforme complète avec, pour le coup, une diploïdie androgénétique, donc 46 chromosomes paternels. C'est également une maladie trophoblastique gestationnelle, puisqu'on a une molle idatiforme complète, qui va se présenter sous la forme d'un placenta avec une prolifération trophoblastique anormale et des villosités hydropiques. Sur le plan échographique et sur le plan de l'imagerie, ça va se présenter donc comme ceci. On ne peut pas revenir. Excusez-moi, je vous laisse l'image. À ne pas confondre avec la molle idatiforme partielle qui peut présenter des éléments fœtaux mais qui n'a pas du tout la même origine génétique et donc pas du tout la même évolution. Je vous remets l'image. La problématique dans ce type de grossesse, elle était double. Elle est à la fois oncologique, puisque la littérature rapporte des taux de tumeurs trophoblastiques entre 19 et 55% suite à ce type de grossesse, alors que pour la molle idatiforme complète isolée, c'est 10 à 20%. Donc un risque qui est majeur et qui était souvent mis en avant dans les études des années 90 et 2000 pour justifier du taux d'interruption médicale de grossesse. Mais la problématique, elle est notamment aujourd'hui plutôt obstétricale, puisque c'est une grossesse à haut risque, avec un taux important de métrorragie, donc quel que soit le terme et l'abondance, mais plus de 50%, des prééclampsies qui sont également beaucoup plus fréquentes que même dans les grossesses gémellaires classiques, on va dire, et un taux de perte fétale qui est important, donc une grossesse avec une issue très incertaine, 40 à 77% de perte fétale, que ce soit donc des pertes fétales précoces, c'est les plus fréquentes, mais également des morts fétales in utero et des décès même néonataux liés en général à une prématurité. On a quand même 33 à 73% de naissances avant 37 semaines. C'est un type de grossesse qui est rare et ça pose problème pour que dire aux patientes, puisqu'on a assez peu d'études, 9 études majeures avec un peu moins de 250 cas au total, donc il n'y a pas vraiment de consensus sur la prise en charge et sur les conseils qu'on peut apporter aux patientes. Donc on a construit notre étude autour de deux objectifs. L'objectif principal, c'était au niveau du risque d'évolution vers une tumeur trophoblastique gestationnelle, et d'essayer d'identifier des facteurs de risque potentiels d'évolution défavorable sur le plan oncologique, et donc de pouvoir justifier ou non d'une interruption médicale de grossesse à ce motif. Et les objectifs secondaires étaient sur le plan obstétrical, la description du déroulement de ce type de grossesse et le fait d'essayer d'identifier des facteurs pronostiques de naissance viable et de naissance vivante, et également d'étudier les complications obstétricales qui sont plus fréquentes et donc d'établir une prise en charge un petit peu plus définie. Au niveau de la population de l'étude, ça a été réalisé au sein du centre de référence des maladies trophoblastiques qui se trouve à Lyon. On a inclus des patientes dont les dossiers avaient été adressés dans ce centre entre janvier 2001 et janvier 2022. On avait donc initialement 147 patientes. On a exclu les patientes qui, finalement, à la relecture anatomopathologique qui est réalisée au centre, ne correspondaient pas à ce type particulier de grossesse, donc les molles partielles et les associations, par exemple, de 2 molles partielles. Et on retrouvait 139 patientes. Sur nos 139 patientes, en termes de tumeurs trophoblastiques gestationnelles, on avait donc 32 patientes qui ont présenté une tumeur trophoblastique post-molaire. Ça fait 24%, on est plutôt dans la fourchette basse par rapport à la littérature,
mais ça reste supérieur à une mole idatiforme complète isolée. C'était quasi exclusivement des moles invasives ou des choriocarcinomes, toujours à bas risque, et 100% des patientes ont eu une évolution favorable suite au traitement, avec 70% des patientes qui ont guéri suite à la première ligne de prise en charge. Au niveau des facteurs de risque qu'on a pu identifier, on a bien confirmé que le fait de réaliser une IMG, alors on met entre guillemets pour pronostic, c'est-à-dire sur les informations qui pourraient faire penser que le risque de tumeur trophoblastique serait augmenté par le fait de laisser en place la grossesse. On a bien confirmé que ce n'est pas le cas, et on avait même moins de tumeurs trophoblastiques chez les patientes qui n'avaient pas réalisé d'interruption médicale de grossesse pour ce motif, bien que le recueil rétrospectif rendait un peu compliqué cette donnée. On a également identifié que chez les patientes qui n'avaient pas réalisé d'interruption médicale de grossesse, on avait des meilleures issues obstétricales, avec un taux plus important d'enfants vivant à J8, c'était le critère qu'on avait pris, et un âge gestationnel médian à l'issue de la grossesse qui était supérieur. Donc des grossesses qui ont l'air de se passer finalement mieux et avec un moindre risque de tumeur trophoblastique. Tout ça est tout de même à nuancer, encore une fois, du fait du type de recueil. Sur le plan obstétrical, on avait des caractéristiques des patientes qui correspondaient à peu près à ce qu'on retrouve dans la littérature. On avait quand même 29 grossesses, donc 21% de la série qui étaient issues d'assistance médicale à la procréation, mais on n'a pas retrouvé d'association significative, et à ma connaissance, ce n'est pas rapporté dans la littérature non plus. On avait 132 grossesses gémellaires et 7 grossesses qui étaient triples ou plus. Au niveau de l'issue de grossesse, on a 22% des patientes qui avaient réalisé, qui souhaitaient une interruption médicale de grossesse par rapport au pronostic défavorable, il faut bien le dire, de leur type de grossesse particulier, et 78% qui ont poursuivi la grossesse. Sur ces 78%, on a un taux de naissance vivante qui est à 42%, donc plutôt faible, avec, je le répète, un taux important d'avortement spontané, qu'il soit précoce ou tardif, donc 37%, et quand même une part non négligeable des patientes qui a dû subir une interruption médicale de grossesse pour sauvetage maternel, dans le cas de métrorragie très importante qui nécessitait des transfusions et même de chocs hémorragiques. L'âge gestationnel moyen à l'issue de la grossesse était inférieur au terme de réanimation qui est communément admis en France, mais supérieur au terme de viabilité de l'OMS, donc un petit peu plus de 23 semaines d'aménorrhée. Et on a une survie néonatale qui était donc évaluée à J8 à 35%, ce qui en fait une grossesse à très haut risque obstétrical et avec une issue vraiment incertaine. Et finalement, c'est là-dessus que les patientes sont plus à même de souhaiter finalement ne pas poursuivre cette grossesse. Les complications obstétricales étaient nombreuses. On a eu 18 prééclampsies, donc ça représente quand même 17% de la série. Et chose qui n'avait pas trop été notée dans la littérature, on a eu 29% d'hémorragie du postpartum, alors qu'on avait défini comme des pertes sanguines supérieures à 500, soit lors de la naissance, soit lors de l'évacuation de la grossesse, puisqu'il y avait eu des pertes fœtales et des interruptions médicales de grossesse au premier trimestre. On a même 17%, donc 18 patientes qui ont présenté des pertes supérieures à 1 litre. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il va falloir prendre en compte quand on est confronté à ce type de grossesse au moment de la prise en charge, que ce soit une interruption de grossesse ou un accouchement. Au niveau des choses qui étaient significatives sur les facteurs obstétricaux, on a remarqué que le taux d'HCG en MOM qui avait été évalué au premier trimestre dans le dépistage, dans le screening de la trisomie 21, était significativement plus faible chez les patientes qui avaient finalement une naissance viable, donc supérieure à 24 semaines, et également sur le taux de survie néonatale donc, au 8e jour. C'est quelque chose qui n'avait pas trop été étudié encore et qui demande de plus gros effectifs, mais ça pourrait nous aider à déterminer des facteurs de meilleure évolution et donc à affiner un petit peu le conseil qu'on peut apporter aux patientes. Donc les points clés, donc ce type de grossesse multiple qui associe la mole idatiforme complète et le fœtus sain, il faut la prendre en charge à la fois sur le plan de la maladie trophoblastique gestationnelle, avec donc le risque de tumeur trophoblastique qui est très augmenté même par rapport à la mole idatiforme complète, et qui n'est pas influencé, et c'est ça qui est important et à retenir, par l'issue de la grossesse et le choix de réaliser ou non une interruption médicale de grossesse. Également, et presque même surtout, j'aurais tendance à dire, la grossesse, ce type de grossesse est une grossesse à haut risque, avec un taux de perte fœtale et néonatale qui est très
très importantes, et des complications qu'il va falloir prendre en charge probablement plutôt dans une maternité de niveau 3. Donc on aura besoin à la fois d'une surveillance standardisée sur le plan de la maladie trophoblastique, qui n'est pas encore définie du fait du faible nombre de patientes, donc se référer au centre des maladies trophoblastiques et avoir un temps de suivi spécifique à ce type de grossesse. Et sur le plan obstétrical, un suivi en niveau 3 avec la possibilité de prévenir le risque d'hémorragie de la délivrance sévère, de mettre éventuellement des culots globulaires en réserve, d'avoir un accès à un bloc opératoire pour un geste d'hémostase, et donc d'encadrer en fait l'accouchement ou l'évacuation de la grossesse. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Merci pour cette étude très intéressante. On a le temps pour une seule question, parce qu'on a dépassé le temps de présentation. Le micro est juste derrière l'oreille. Ouais, c'est pas un micro mobile. J'avais une question en termes de récidive, s'il vous plaît, pour ces patientes. Est-ce qu'on peut leur dire, est-ce qu'on peut les rassurer en termes de récidive ou pas du tout ? Oui, en termes de récidive, alors que ce soit sur notre série ou dans la littérature, on n'a pas de risque identifié en fait, de récidive. Après, on sait que le fait de présenter une molydatiforme complète, qu'elle soit associée ou non à un fœtus sain, augmente un facteur presque 20 le taux de molydatiforme complète. Donc on peut supposer qu'on est à peu près dans les mêmes cas. Mais sur ce type particulier de grossesse, il n'y a pas de surrisque identifié en tout cas. Merci beaucoup. Merci. On va maintenant accueillir Nicolas Mottet qui va nous parler de sécurité et de l'efficacité du dispositif Odone pour l'accouchement vaginal instrumental. L'étude Besançon Assist. Merci beaucoup Nicolas. 8 minutes de présentation et 2 minutes de questions. Bonjour à tous, bonjour messieurs les pôles. Donc je viens vous reparler effectivement de sécurité et d'efficacité du dispositif Odon pour l'accouchement vaginal instrumental. Alors quelques éléments de contexte. Le projet Odon est un projet de recherche collaboratif entre le centre de Bristol en Angleterre et le CHU de Besançon. Il faut savoir que ce dispositif aujourd'hui n'est pas commercialisé, il fait uniquement l'objet de protocoles de recherche. Et il est actuellement soutenu par la société Maternal Newborn Health Innovation qui participe en fait à son développement. Donc le principe du fonctionnement du dispositif Odon est un principe un peu novateur par rapport à ce qu'on connaît comparé à la ventouse et le forceps. Ce dispositif il est composé de 3 éléments, un applicateur, un manchon en plastique et un anneau gonflable. Et l'objectif est d'assister la naissance en venant placer un anneau gonflable autour de la tête de l'enfant qui prend appui sur l'os occipital et l'os malaire en avant et de faire progresser la tête au sein de la filière pelvienne. Alors, l'objectif principal de l'étude Besançon Assist était d'évaluer l'efficacité et la sécurité d'un accouchement instrumental avec ce dispositif Odon Assist. Il s'agissait d'une étude interventionnelle non randomisée avec l'étude de 2 groupes. Un groupe interventionnel avec un accouchement instrumental avec le dispositif Odon réalisé par un obstétricien entraîné préalablement sur simulateur, et un groupe témoin, accouchements instrumentaux réalisé par ventouse ou spatule en cas d'indisponibilité d'un obstétricien entraîné chez une patiente qui avait consenti au projet. L'objectif était de réaliser 104 tentatives d'accouchement instrumental dans le groupe Odon, réalisées par 4 obstétriciens de l'équipe. Dans ce projet, on a inclus en fait des grossesses à terme avec une indication d'accouchement instrumental selon les recommandations du CNGOV de 2008, sauf bradycardie d'expulsion, sur une présentation céphalique engagée à épine plus 1, chez une patiente bénéficiant d'une analgésie efficace et avec disponibilité d'un obstétricien entraîné. L'intérêt de notre projet par rapport à l'équipe de Bristol est qu'on a fait, nous, une évaluation échographique systématique de la présentation fœtale par échographie suspubienne et de la distance tête-périnée sans compression des tissus mous, grâce à une échographie transpérinéale selon la technique de Matico, Battista et Al. Donc, on a inclus des patientes entre décembre 2019 et mai 2021. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a screené 2190 patientes
Et le premier chiffre pertinent, c'est le taux d'acceptation des patientes pour rentrer dans ce projet, avec un taux d'acceptation de 83%, ce qui nous a permis finalement d'avoir une cohorte de 1636 patientes qui ont consenti au projet sans savoir à l'avance, bien sûr, si elles allaient bénéficier d'un accouchement instrumental. On a donc réalisé 104 tentatives d'accouchement instrumental par odon dans le groupe interventionnel, et la cohorte témoin se composait de 71 patientes accouchées soit par ventouse, soit par spatule. En termes de résultats sur la population, donc on avait 90% de patientes prénipares, avec un taux de déclenchement dans notre population de 17%. 17% des tentatives ont été réalisées sur des variétés postérieures, et ce qui était intéressant, c'était de voir les 2 rotations spontanées en fait, sur le périnée après dégonflage en fait, de l'anneau gonflable. Concernant les indications d'accouchement instrumental, 79 étaient réalisées pour non-progression et 18% pour anomalie du rythme cardiaque fœtal. Et dans notre population, la durée du 2e stade du travail était en moyenne de 3h20. En termes de succès, donc 88,5% de réussite avec le dispositif Odon, en sachant qu'on a été amené à utiliser 2 dispositifs pour pouvoir terminer l'accouchement dans 5 cas. Aucune césarienne pour échec d'instrument dans ce groupe interventionnel. 3 épisiotomies, 4 lésions obstétricales du sphincter anal relevées et aucun effet maternel ou énétal grave déclaré. Concernant les données néonatales, le taux de lésion des tissus mous enregistrés dans le groupe interventionnel était d'environ 35% versus 50% dans le groupe témoin. Et dans le groupe interventionnel, en fait, on enregistrait environ 3% d'enfants qui présentaient une échelle de douleur évaluée selon le score d'Edin à H2 postnatal, donc supérieur à 5 pour 3% de ces enfants, et à H6 pour environ 5% de ces enfants. Et le taux d'ictère néonatal était de 12,5%. Ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on a terminé en fait, les 2 études entre Besançon et le centre de Bristol, finalement, c'était de comparer nos résultats. Et le premier résultat qui sort, en fait, c'est la différence en termes de succès entre Besançon et Assist. Mais quand on essaie Bristol, et quand on essaie finalement d'interpréter ces résultats-là, on voit que le taux de succès par accouchement instrumental avec un odon est similaire dans ces équipes au taux d'accouchement instrumental qu'ils réalisent avec une ventouse. Les différences majeures en fait, qu'on rencontre concernent en fait, la gestion du 2e stade du travail. Et vous voyez qu'entre nos collègues anglais et Besançon, eh bien, on ne gère pas du tout le 2e stade de la même façon, avec finalement une durée totale du 2e stade passif beaucoup plus longue, en tout cas chez nous à Besançon, comparé à nos collègues de Bristol, et une durée des efforts expulsifs, donc un 2e stade actif, plus long chez nos collègues anglais par rapport à chez nous. L'autre chose, c'est le profil de patients sélectionnés dans ce groupe-là. On voit que le taux de déclenchement à Bristol était de l'ordre de 82% versus 17% à Besançon. Donc nous, on a plutôt sélectionné des patientes en fait, qui arrivaient en travail spontané et eux ont plutôt inclus des patientes lorsqu'ils avaient une indication de déclenchement. L'autre chose, c'est l'indication d'instrument. Nous, on a 18% de patientes chez qui on réalise un accouchement instrumental pour état fœtal non rassurant, alors que c'est la principale indication en fait, pour nos collègues anglais. Et puis l'autre chose, la grande différence sur la gestion en fait, du périnée, 90% d'épisiotomie en fait, chez nos collègues anglais versus 3% chez nous, avec un taux de lésion obstétricale du sphincter anal quasi 3 fois supérieur chez nos collègues anglais versus Besançon. Donc ces résultats, forcément, ils sont interprétés en fonction du contexte obstétrical français et bisontin. Vous savez que selon la dernière ENP de 2021, le taux d'accouchement instrumental en France est 12%, avec comme premier instrument utilisé la ventouse. Et la première indication d'accouchement instrumental en France reste la non-progression de la présentation. C'est ce qu'on enregistre chez nous à Besançon. Le taux de péridurale est de 83% en France et le taux d'épisiotomie en cas d'accouchement instrumental, 28%. Alors nous, à Besançon, on se situe bien en dessous, mais nos collègues anglais se situent bien au-delà, quasi 90% d'épisiotomie en cas d'accouchement instrumental. Pour vous donner une idée, à Besançon, nous, nos taux de césarienne, là, sur les plusieurs années, s'est stabilisé entre 13 et 15%.
avec un taux d'accouchement instrumental de l'ordre de 12 à 15%. 90% des patientes chez nous bénéficient d'une péridurale avec un taux d'épisiotomie sur accouchement instrumental de moins de 1%. Bien évidemment, nos résultats sur la gestion du deuxième stade du travail sont à corréler avec notre pratique de la gestion du deuxième stade. Chez nous, en fait, on va pratiquer l'effort de poussée retardé, le delayed pushing, comme on retrouve dans la littérature, avec vraiment une attitude passive, sans intervention jusqu'à l'apparition du réflexe de pousser en s'autorisant facilement 3 heures à dilatation complète. Et chez nous, la durée moyenne des efforts expulsifs, quelle que soit la parité des patientes, c'est 8 minutes. Alors qu'on voit que chez nos collègues anglais, on dépasse des durées bien plus importantes. Et l'accouchement instrumental est chez nous discuté après 20 à 30 minutes d'efforts expulsifs sans progression, à adapter bien évidemment en fonction de la hauteur de présentation. Donc en termes de conclusion, donc sur Besançon Assist, nous on estime qu'on a des résultats encourageants avec un taux de succès similaire à celui qu'on rencontre avec l'accouchement instrumental par ventouse. L'apprentissage de l'instrument est facile après entraînement sur simulateur. Et sur cette première étude, on n'a pas enregistré d'événements indésirables graves chez la mère et le nouveau-né. Le résultat pertinent pour nous, c'est le bénéfice attendu en fait, chez le nouveau-né en cas d'accouchement instrumental avec l'absence d'empreinte sur la tête, une baisse des lésions des tissus mous et une baisse de la douleur des nouveau-nés. À corréler avec l'augmentation de la satisfaction maternelle et surtout l'acceptabilité de l'accouchement instrumental. Donc notre objectif là, c'est de poursuivre avec un essai randomisé qui a obtenu un financement PHRC interrégional qui va comparer en fait odon versus ventouse. L'objectif, c'est de faire un essai de non-infériorité en termes d'efficacité et de comparer la morbidité néonatale. Voilà, je vous remercie. Merci Nicolas, je pense que ça va intéresser, oui. Pierre-François. Alors, micro immobile, alors il faut que ce soit toi qui te mobilise. Vous de parler fort. Moi, j'ai quelques questions au niveau des paramètres maternels. Tu avais regardé un peu les BMI et tout ça ou Alors, nous, sur les BMI, on a une proportion, en termes d'obésité. Ouais. Alors, nous, on a la chance d'avoir une population en Franche-Comté avec des BMI qui sont encore maîtrisés. Donc, on a un taux alors, j'ai plus le chiffre en tête exactement, mais en tout cas, le taux d'obésité était plus important chez nos collègues anglais que chez nous. D'accord. Et sinon, sur les échecs de procédure, à quel moment tu considères que c'est un échec de procédure sur la pause? Je sais qu'on t'attend avec impatience pour Partum, pour les essais, oui. Mais à quel moment tu considères en effet où il faut passer sur un autre instrument, sachant que nous, en obstétrique, on n'aime pas passer justement d'un instrument à un autre? Alors, la philosophie, nous, de l'accouchement instrumental, avec l'odon, elle est restée la même qu'avec la ventouse, c'est-à-dire que nous D'accord. aussi, on n'aime pas l'utilisation séquentielle d'instruments. Dans le design en fait, de l'étude, nous, la NSM, ne nous autorisait pas à utiliser un deuxième dispositif dans les 50 premières inclusions. Si on avait un premier échec de dispositif odon, vous savez que quand vous posez une ventouse, si ça lâche, vous vous autorisez une repose. Après, selon les équipes, ça peut être 2 ou 3 reposes avant d'essayer une césarienne. Nous, en fait, sur les 50 premières, c'était un dispositif odon. Si ça ne fonctionnait pas, on enchaînait en fait, avec des spatules. D'accord. Dans la deuxième partie, on a eu l'autorisation en fait, d'utiliser un deuxième dispositif si le premier ne fonctionnait pas. Ça concernait, comme j'ai dit, 5 cas de patients, ce qui est à peu près similaire à ce qu'on rencontrait en pratique courante avec la ventouse. Mais nous, on n'a pas eu la sensation en fait, que le dispositif était plus défaillant en fait, qu'une ventouse. Et le grand intérêt, c'est que l'odon pouvait, entre guillemets, lâcher, c'est-à-dire que l'anneau sautait. Et ça, c'est un gros argument, nous, pour la sécurité d'utilisation du dispositif. D'accord. C'est-à-dire qu'au même titre qu'on a des lâchages de ventouse, on peut avoir des lâchages d'odon à interpréter finalement en fonction de la progression du travail et savoir s'il faut continuer ou pas. J'imagine en fonction de la variété aussi de ton fœtus entre une postérieure et une antérieure. Alors nous, par exemple, sur les variétés postérieures, ce qu'on a trouvé très intéressant, c'est que probablement que les variétés postérieures, on le sait, elles sont plus impactées finalement dans le pelvis. Et quand on mettait le dispositif odon, c'était extrêmement facile à installer parce que quand on met en place l'applicateur, c'est cette sensation qui est la plus perturbante avec l'utilisation du dispositif odon. C'est que de temps en temps, on a quand même la sensation en fait, de refouler en fait, la présentation. Et sur les présentations postérieures, cette sensation, on n'avait pas. Et le dispositif odon était finalement très facile à installer. D'accord. Ok. Merci. Merci. Juste une dernière question. Quand tu parlais des 35% des lésions des tissus mous, c'est des ecchymoses? Alors, il y a ecchymose, lacération.
hématome de plus de 5 cm en fait, sur le cuir chevelu. Et parce que, vu que tu extrapoles le bénéfice pour le nouveau-né, parce que tu mets dans le groupe ventouse, par exemple, les bosses sérosanguines qui seraient des lésions des tissus mous. Tissus mous, ouais. Alors, en fait, j'ai l'impression que les chiffres étaient assez gros de lésions néonatales. On s'est dit, mais c'est quoi, c'est des lésions maternelles ou... Alors non, il y a, dans les chiffres, en fait, il y a les bosses sérosanguines, et en fait, c'était très difficile en fait pour nos pédiatres en fait de classifier. Parce qu'au départ, moi, on m'a annoncé en fait que j'avais un taux énorme de céphalématome. Et là, on allait revoir nos pédiatres en disant c'est mal classé, enfin, c'est pas possible qu'on ait autant de céphalématomes. Et effectivement, il y a la bosse sérosanguine qui était forcément dans le groupe témoin assez important parce qu'on utilisait beaucoup de ventouses. Ce qui est intéressant, c'était nous, pour nos collègues pédiatres, de se rendre compte que finalement, on sait qu'avec la ventouse, la bosse sérosanguine est un facteur de risque d'ictère. Et derrière, nous, on enregistre en fait une baisse du taux d'ictère. Je ne peux pas mettre le taux d'ictère, parce qu'on discute avec Marie, dans le groupe témoin, parce qu'en fait, il faut être honnête, dans le groupe témoin, la qualité des collectes des données n'est pas assez bonne dans le groupe odon, c'est-à-dire que les pédiatres étaient hyper vigilants dans le groupe odon. Et dans les ventouses, en fait, comme c'était l'instrument classique utilisé, les données n'étaient pas forcément aussi bien recueillies. Donc c'est pour ça qu'on veut poursuivre avec un essai randomisé pour avoir des données de qualité. Merci beaucoup, Nicolas. Donc on enchaîne avec Anne Pinton. Anne Pinton est-elle là? Elle demandait à ce que ça soit décalé. On va continuer avec Maureen Gaugry, alors de Toulouse, qui va nous parler de saignement au 3e trimestre de la grossesse. Bonjour, donc moi je suis Maureen Gaugry, je suis docteur junior en gynécologie obstétrique à Toulouse. Je vais vous présenter mon travail de thèse du coup, que j'ai réalisé sous la direction du docteur Paul Gerby, qui est MCUPH en gynécologie obstétrique à Toulouse. Et donc mon travail qui s'intitule Antepartum Hemorrhage, Factors Associated with Adverse Maternal and Fetal Outcomes. Donc, antepartum hemorrhage signifie du coup tout saignement génital qui survient entre 24 semaines de ménorrhée et la naissance. Il complique environ 3 à 5% des grossesses et représente une importante cause de mortalité périnatale et morbidité maternelle. Les principales causes que nous pouvons retrouver sont le placenta prévia. En effet, près de 50% des patientes avec placenta prévia auront au moins un épisode de saignement pendant la grossesse. Ensuite, on a la présence d'un hématome marginal et enfin l'origine inconnue qui représente environ 40% des cas et qui reste bien sûr un diagnostic d'exclusion. Il est important d'éliminer en première intention les causes les plus graves qui nécessitent une extraction fétale en urgence, comme l'hématome rétroplacentaire, la rupture utérine ou l'hémorragie de Benkiser. Les saignements au 3e trimestre de la grossesse représentent donc une proportion importante des hospitalisations des femmes enceintes. Le protocole au sein de notre maternité à Paul de Villiers à Toulouse est le suivant. En cas de placenta prévia, une hospitalisation d'au minimum 7 jours après arrêt des saignements est préconisée s'il s'agit du premier ou du 2e épisode de saignement. Après le 3e épisode de saignement, une hospitalisation définitive jusqu'à l'accouchement est préconisée. En cas de saignement inexpliqué ou hématome marginal, une hospitalisation d'au minimum 48 heures après arrêt des saignements est préconisée. Cependant, il n'existe pas de recommandations précises des sociétés savantes sur le management des saignements au 3e trimestre de la grossesse, que ce soit sur le pronostic, le bénéfice et la durée d'hospitalisation. Donc, l'objectif de notre étude était donc d'évaluer les facteurs associés à un accouchement dans les 7 jours en cas de saignement entre 24 semaines d'aménorrhée et 37 semaines d'aménorrhée en fonction de l'étiologie et secondairement d'analyser les tissus maternaux-fétales. Donc, concernant notre étude, il s'agit d'une étude de cohorte rétrospective unicentrique menée au sein de notre maternité Paul de Villiers à Toulouse, qui est une maternité de niveau 3 réalisant près de 5000 accouchements par an. Nous avons donc inclus toutes les patientes hospitalisées pour premier épisode de saignement entre 24 semaines d'aménorrhée et 37 semaines d'aménorrhée, de janvier 2015 à décembre 2019, que nous avons répartis selon 3 groupes en fonction de la cause du saignement, donc placenta prévia, hématome marginal et origine inconnue. Notre critère de jugement principal était donc tout accouchement survenant dans les 7 jours suivant l'hospitalisation. Et nos critères de jugement secondaires étaient tout accouchement survenant dans les 48 heures suivant l'hospitalisation et aussi les issues materno-fétales.
Donc voici notre diagramme de flux. Notre population d'études comprenait donc 300 patientes et nous avons exclu 50 patientes pour l'analyse des critères de jugement secondaire qui n'ont pas accouché dans notre maternité. Donc, concernant les résultats de notre étude, les principales issues maternelles et fétales en fonction de l'étiologie du saignement retrouvent un taux d'hémorragie du postpartum, enfin retrouvent des issues maternelles et fétales plus défavorables dans le groupe placenta prévia et hémato-marginal, avec un taux d'hémorragie du postpartum et donc de transfusion plus important et un taux de prématurité avant 34 semaines d'aménorrhée et 37 semaines d'aménorrhée également plus important, et donc un plus petit poids de naissance. En analyse univariée, considérant le critère de jugement principal, on constate que l'origine placenta prévia n'est pas associée à un risque augmenté d'accoucher dans les 7 jours. En revanche, l'hématome marginal est associé à une augmentation de ce risque. Concernant le critère de jugement secondaire, on peut constater que l'origine hématome marginal est associée à une augmentation du risque d'accoucher dans les 48 heures avec un odds ratio, comme vous pouvez le voir, très élevé. Enfin, un dernier point, donc dans le dernier tableau, on a pu constater que parmi les patientes hospitalisées avant 34 semaines d'aménorrhée et qui ont finalement accouché à terme, une importante proportion de celles-ci, 72%, avaient reçu la corticothérapie anténatale. On va en discuter après. Ensuite, en ajustant avec différents facteurs de confusion, on peut constater que l'origine placenta prévia n'est toujours pas associée à un risque augmenté d'accoucher dans les 7 jours. On a retrouvé d'autres facteurs de risque indépendants les uns des autres d'accoucher dans les 7 jours, que sont la présence d'un retard de croissance intra-utérin, l'abondance des saignements à l'admission et l'âge gestationnel avancé. Également, l'origine inconnue des saignements en analyse multivariée ne revient pas comme un facteur de risque d'accoucher dans les 48 heures. On a comme facteur de risque d'accoucher dans les 48 heures l'âge gestationnel avancé à l'admission. Et dans le sous-groupe des patientes hospitalisées avant 34 semaines d'aménorrhée, l'origine hématome marginale revient comme un facteur de risque d'accoucher dans les 48 heures. Donc, concernant nos principaux résultats, donc, le placenta prévia n'est pas associé à un risque augmenté d'accoucher dans les 7 jours. Pourquoi en effet, les patients qui ont un placenta prévia ont un risque important de présenter au moins un épisode de saignement pendant la grossesse. Or, dans la majorité des cas, la situation initiale se stabilise, et donc avec un arrêt des saignements et donc un risque d'hémorragie cataclysmique faible. On peut dire que s'il s'agit d'un premier épisode de saignement sur placenta prévia, que la situation s'est stabilisée, le risque d'accoucher dans les 7 jours est faible. Ces résultats questionnent donc vraiment sur l'intérêt de l'hospitalisation prolongée en cas de placenta prévia. Enfin, pour l'origine inconnue des saignements, elle n'est pas associée à un risque augmenté dans les 48 heures. Donc, quelques remarques. Pourquoi l'âge gestationnel avancé apparaît comme un facteur de risque d'accoucher? En fait, juste tout simplement, il paraît plus acceptable d'induire l'accouchement si le terme est avancé que si le terme est précoce, avec tous les risques liés à la prématurité. En fait, ces résultats ils sont juste liés aux pratiques obstétricales elles-mêmes. Donc, on avait réalisé une analyse en sous-groupe des patientes hospitalisées avant 34 semaines d'aménorrhée pour diminuer ce biais. Enfin, un second point que nous avons constaté, que j'ai parlé tout à l'heure, c'est que parmi les patients hospitalisés avant 34 semaines d'aménorrhée et qui ont finalement accouché à terme, on a une proportion importante qui avait reçu la corticothérapie anténatale. Or, plusieurs études ont démontré que cette corticothérapie est associée à un risque augmenté d'anomalies du neurodéveloppement chez les enfants exposés, et en particulier ceux qui sont nés à terme. Ces constatations renforcent donc l'importance de bien cibler les patients qui sont réellement à risque d'accoucher prématurément et celles qui nécessitent réellement de cette corticothérapie. Notre étude pourrait avoir un impact en pratique clinique. En effet, en cas de placenta prévia, puisque le risque d'accoucher dans les 7 jours est faible, il n'y a pas d'argument pour une hospitalisation prolongée systématique. Cependant, on a constaté qu'il y a quand même une petite proportion qui accouche dans les 48 heures. Donc, il semblerait raisonnable de ne pas prolonger l'hospitalisation après 48 heures si la situation initiale s'est stabilisée et bien sûr en l'absence d'autres facteurs de risque. En cas d'origine inconnue ou inexpliquée, de la même façon, le risque d'accoucher dans les 48 heures est faible. Donc, il n'existe pas d'argument pour une hospitalisation systématique en l'absence d'autres facteurs de risque. En revanche, en cas d'hématome marginal, le risque d'accoucher dans les 7 jours et dans les 48 heures est augmenté. Donc, ce groupe de patientes nécessite une vigilance plus particulière. En conclusion, on peut dire que les saignements au 3e trimestre de la grossesse sont associés à une morbidité maternelle et fétale importante, et en particulier dans le groupe placenta prévia ou hématome marginal.
Cependant, on n'a pas d'augmentation du risque d'accoucher dans les 7 jours en cas de placenta prévia. Donc, il n'y a pas peu d'arguments pour une hospitalisation prolongée systématique. Il existe cependant d'autres facteurs de risque d'accouchement, comme l'abondance des saignements, le nombre de récurrences, l'âge gestationnel avancé à l'admission ou la présence d'un retard de croissance intra-utérin. En fait, il semblerait intéressant d'individualiser les soins, avec notamment la durée d'hospitalisation ou la nécessité de réaliser une corticothérapie anténatale en fonction d'une part de l'étiologie et d'autre part de facteurs de risque associés. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, Maureen, pour ce travail. Y a-t-il des questions dans la salle à poser à Maureen, en attendant qu'on se réveille, n'ose. Comme vous le voyez, il y avait un gros besoin de changement de protocole à Toulouse. Alors justement, donc, avec ces données, est-ce que maintenant, à Toulouse, vous êtes modernisé? C'est en cours. Est-ce que les protocoles ont changé? Moi, je suis en train de le changer, là, le protocole. Donc, toutes les patientes 13-48 heures ou hématome marginal? Un peu plus, ouais. Ce serait objectif, s'il n'y a pas d'autres facteurs de risque, c'est qu'on les garde 48 heures pour surveiller, et puis si elles sont stables, elles rentrent. Pour tout le monde, donc quelle que soit l'étiologie des saignements? Hématome marginal. Non, mais j'ai pas de souci avec ça. Ouais. On fait ça. On va plus garder les patients que... Ok. Et il y a une question. Il faut que tu te mobilises. Moi, comme je suis pas très fort, j'arrive pas cliniquement parfois à savoir si c'est un hématome marginal ou pas. Et je trouve ça difficile comme recommandation de dire hématome marginal, c'est plus à risque et tout. C'est compliqué. Et je pense que l'abondance ou voilà, la dynamique des saignements doit rentrer en compte. Je sais que c'est difficile à capturer dans une étude, mais voilà, je pense que c'est... voilà. Et l'éloignement aussi des patients, je ne sais pas si c'est un critère qu'il faut prendre en compte, parce que la vitesse de recours aux soins... Si, moi je ne l'ai pas étudié dans cette étude. Ouais, mais je pense que bien sûr que c'est... Et il y a un truc, merci pour votre topo, c'était hyper bien. À un moment, vous écrivez que la corticothérapie anténatale, c'est associé à un trouble du neurodéveloppement et tout. Non, ça c'est... Non, j'ai vu des... Non, mais bien sûr, et c'est hyper important qu'on se pose des questions sur nos pratiques, et je vous rejoins complètement en ce sens qu'on fait trop de corticothérapie, et que, etc. Mais voilà, la diaboliser. J'exagère. Mais voilà, mais je pense que c'est important de dire que voilà, ça sauve des vies. C'est le seul, en plus, c'est le seul médicament qu'on a vraiment bien, nous. Donc. Mais pour rebondir sur ce que dit Pierre, comment tu cibles mieux? Parce que tu marques, alors mieux cibler la corticothérapie, puisque 8 fois sur 10, on le fait pour rien. Mais alors tu cibles comment maintenant? Qu'est-ce que vous avez changé? Si elle vient dans une mare de sang, tu lui dis je fais les corticos. Celle qui a un peu saignoté, tu dis je la garde, mais je lui fais pas. Non, mais on se pose exactement tous cette même question, et on a vachement diminué. Donc comment vous ciblez mieux maintenant à Toulouse? On cible mieux sur les prévias. Voilà, parce que nous, avant tout placenta prévia on faisait stable, les corticos. Tout saignement sur le trimestre, il y avait les corticos. Quelle que soit l'abondance, voilà, vous étiez très... Ça avait déjà changé là depuis. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais... Oui. Bon, merci. Merci beaucoup, Maureen. Merci. Alors, on enchaîne. Je crois que... C'est autour d'y... Lola? Non, Lola ne pouvait pas présenter, je crois. Donc Iman? Oui. Ok. On va accueillir Iman Benembarek, qui va nous parler d'hypoxie fœtale et de sa détection à partir du RCH dans le travail. Bonjour, du coup je m'appelle Iman Benembarek, je suis chef de clinique à Beaujon et je vous présente un travail donc DIV-CTG. C'est un premier modèle qui a pour objectif de prédire l'hypoxie pendant le travail et pendant l'accouchement. Donc le CTG, c'est la cardiotomographie, c'est ce qu'on utilise au quotidien pour savoir si le fœtus va bien ou pas, s'il faut faire une césarienne, s'il faut faire une extraction ou s'il faut s'abstenir. Son interprétation, elle est visuelle, elle a une variabilité intra-individuelle qui est assez documentée. Et là, je vous ai mis un exemple d'une étude d'une équipe de Brno qui a demandé à 9 experts d'étiqueter des rythmes, de savoir s'ils étaient pathologiques, suspects ou normaux. Et on se rend compte que déjà, entre l'expert 6 et l'expert 3, il y en a un qui voit tout en pathologique et l'autre plutôt en normaux. Donc il y a une vraie variabilité. Et quand on réfléchit au CTG et son évolution depuis son instauration dans les années 70, il n'y a pas eu d'évolution majeure. Il y a eu le STAN,
on parle un peu qui est discutable et qui est discuté, mais il y a le pH au scalp qui est aussi discutable et discuté. Ça reste un geste invasif avec les complications qui peuvent apparaître. Et au final, depuis le début, on parle d'analyse de CTG automatisée, donc le Computerized CTG, le CCTJ, comme une sorte de deuxième ligne non invasive. Donc on peut les classer sous 3 formes. Soit c'est des systèmes qui sont basés sur des guidelines, c'est-à-dire qu'on dit au système, voilà, ça c'est une ligne de base, elle est entre 120 et 140, et puis lui il va dépister que la ligne de base elle est entre 120 et 140, qu'une décélération c'est de temps, et puis il va juste essayer de comprendre en fonction des baselines ce que c'est qu'une anomalie, et nous prédire ce qu'on a nous demandé à ce qu'ils prédisent. Et donc ça c'était dans les années, en fait ça a suivi l'instauration du CTG. Et puis après, avec l'évolution des mathématiques et de l'épidémie et des statistiques, sont arrivés des modèles qui sont qu'on appelle data-driven, c'est-à-dire qu'ils ont été modélisés à travers des bases de données de CTG pour essayer de prédire, de faire des régressions logistiques pour prédire un peu est-ce que le rythme est normal ou pas. Et puis toujours en accompagnant l'évolution des mathématiques, sont arrivés l'intelligence artificielle et plus particulièrement le deep learning qui va aller de manière beaucoup plus complexe, essayer de prendre plein de paramètres, de signaux cliniques, donc ça c'est l'avenir, pour prédire est-ce qu'un rythme est normal ou pas. Et donc DISC-CTG, c'est un premier modèle qui est donc le deuxième dans toute cette classification, qui est une régression logistique. Et son but était de prédire, juste à partir de données de signaux, si on est face à une situation d'hypoxie ou pas. Donc on a utilisé 3 bases de données. La base de données de Beaujon, qu'on a créée pour ça. CTUHB, qui est une base de données open source et la plus large et la plus belle qui existe à ce jour. Et la SPAM, c'est je détaillerai après, mais c'est une base de données qui a été construite pour un challenge CTG en 2017. On a pris comme critère du jugement un pH inférieur à 7,05, donc c'était notre outcome pour modéliser notre algorithme. Et donc il y avait plusieurs étapes. D'abord, savoir qu'est-ce qu'on met dans notre régression logistique pour la construire. Et donc, on a déjà sorti plein de caractéristiques du CTG et analysé en univarié celles qui vont être intéressantes pour faire notre modèle. Et après, il fallait valider ce modèle sur nos bases de données présentes et le comparer à un collège d'experts. Et donc, CTUHB donc c'est les 9 experts que je vous ai présentés tout à l'heure. C'est des données qui sont annotées et qui existent. Donc, la base de données, c'est ces 3-là. CTUHB, c'est 552 cas. Donc c'est la base de données que beaucoup de gens utilisent dans l'analyse automatisée parce que c'est la seule qui existe en open source et qui a à la fois des données cliniques et des données de signaux bruts. La base de données de Beaujon, 675 patientes. On a pris donc la limite de CTHB, c'est le nombre de cas que vous pouvez voir assez faible au final de pH inférieur à 7,15. Et pour pallier à ça, à Beaujon, on a pris sur 3 ans que les pH inférieurs à 7,15 et auxquels on a parié un pH normal pour avoir autant de pH pathologiques que normaux. Et la cohorte SPAM qui était dédiée au challenge, un challenge CTG en 2017. Donc la première étape était de choisir les variables. Donc on a disséqué un peu tous les rythmes, on a créé plein de variables différentes pour essayer de savoir laquelle en univarié va être intéressante, laquelle a un poids pour prédire un pH inférieur à 7,05. Donc il y en a énormément, beaucoup sont significatifs, beaucoup sont liés. Et au début, on avait tout mis sur la régression logistique. Et après, on les a enlevés une à une jusqu'à avoir un modèle. L'idée, c'est que ce soit un modèle simple, reproductible. Et au final, en enlevant, on s'est rendu compte qu'en mettant que 4 éléments et tous ceux qui étaient significatifs, on avait une performance qui était similaire. Donc on est parti sur le modèle le plus simple et le plus intellectuellement intéressant. Donc les 4 retenus, c'était la ligne de base minimale, le seuil maximum de la ligne de base, l'air sous la décélération et l'air sous l'accélération. Et donc après, on a validé ce premier modèle. Et donc notre approche était différente, c'est-à-dire qu'il fallait à la fois tester un modèle et le valider comme c'est un data-driven, c'est-à-dire qu'on le construit à partir de données. Donc il fallait d'abord utiliser une certaine base de données pour construire le modèle et puis après le valider. Mais il y avait aussi cette idée de l'approche de se dire qu'on a pris, c'est la démarche d'avoir pris ces 4 variables, donc la minimum baseline, maximum baseline et les airs sous la courbe de décélération et d'accélération, et de dire que cette réflexion marchait bien sur quelles que soient les bases de données qu'on prenait.
Donc on a utilisé CTUHB, et donc tous les AUC que vous voyez, c'est des modèles qui ont été entraînés sur toutes les bases de données et validés sur CTUHB. Et donc on voit que, et dans la SPAM, donc ce qui était le modèle, la base de données obtenue par un CTG Challenge, il y avait trois centres qui participaient, qui ont donné des rythmes, et on a bien séparé tous les centres parce qu'une partie des centres de Brno, en fait, c'est CTUHB. Donc on les a bien exclus pour les valider sur cette partie-là. Et donc l'AUC global est de 0,78, mais au final n'est peu important, intéressant parce que on a pris toutes les données et on les a validées sur toutes les données. Donc pour l'utilisation en pratique clinique, ça n'a peu d'intérêt. Le plus important, c'est de se dire que le modèle peut être reproductible, quelle que soit la base de données. Donc on a un AUC assez intéressant, qui est beaucoup plus important sur Oxford et Lyon, parce que c'était des données faites pour un CTGN, donc très propres. Et puis après, on s'est dit qu'on allait vérifier par rapport aux experts. Donc on a pris tous les experts, les 9 experts, et on les a aussi créés un collège de obstétriciennes pour donner leur propre AUC global. Et DIF-CTG semble faire un peu mieux que les experts, que ce soit individuellement ou de manière collégiale. Donc c'est un premier modèle qui au final intègre 4 variables assez simples et qui sont explicables et qu'on comprend en tant qu'obstétricien. Donc les lignes de base maximale, minimale, les aires de décélération et d'accélération. C'est un système qu'on a montré qui est assez reproductible, avec une AUC qui est quand même similaire, quelle que soit la base de données, à la fois d'entraînement et de validation. On est supérieur aux experts, et la question c'est comment on peut le valider sur comment on peut montrer par rapport aux autres algorithmes. Donc on l'a validé sur CTUHB, qui est donc la base de données la plus utilisée dans le domaine de la recherche en CTG automatisé. Et après, se poser la question de se comparer aux autres modèles. Alors, c'est compliqué parce que tout le monde ne prend pas les mêmes critères de jugement, tout le monde n'utilise pas les mêmes bases de données de validation et d'entraînement. Mais j'ai pris toutes celles qui utilisaient CTUHB pour pouvoir se comparer. Et donc, Gatelier a utilisé une régression logistique, sauf qu'il y a un critère de jugement inférieur à 7,10, mais une base de données qui est la même que celle de base de données d'entraînement. Donc, pour la reproductivité, c'est compliqué. Georgi Vayal et Okasawa, c'est des modèles beaucoup plus complexes de régression logistique. Et on se rend compte qu'en prenant un modèle beaucoup plus compliqué, on est quand même intéressant parce qu'on a une AUC qui est comparable alors qu'on a un modèle assez simple de régression logistique. Alors maintenant, on peut se poser plein de questions. C'est un premier modèle, il n'est pas parfait. Le choix du critère peut poser problème. Est-ce que c'est intéressant de prendre le pH comme outcome? Est-ce que c'est intéressant de prendre un pH inférieur à 7,05? Clairement, si on a pris 7,05, c'est parce que le SPAM, on n'avait pas l'information, on n'avait que l'information 7,05, donc ça me permettait d'avoir une troisième base de données à tester. Mais en effet, prendre un seuil de deuxième ligne à 7,05, c'est pas intéressant parce que ça ne nous laisse pas le temps d'agir. Le but, c'est d'agir un peu plus tôt. Et après, va toujours se poser la problématique de comment valider un modèle c'est toute la problématique. C'est un modèle qui ne prend pas en compte les données cliniques. Ça sera le sujet d'un autre papier. Mais on le sait, analyser un pH ou un rythme seul sans prendre en compte le poids du fœtus en termes, ça peut poser problème. Et puis au final, il faut quand même un modèle capable de merger un peu tout ça, de prendre des données cliniques, de prendre des données de signaux, et surtout quand on se rend compte que les données de signaux, ils sont quand même très proches, très concordants, et donc tout mettre sur une régression logistique, ça ne marche pas. Et donc c'est là où l'intelligence artificielle et donc les réseaux de neurones ont toute leur place, parce qu'on pourra prendre tous ces éléments-là de manière complexe et essayer de prédire quelque chose, soit un bébé qui va bien ou un pH bas. Voilà. Merci beaucoup. Il y a des questions dans la salle? Nicolas? Bonjour. Alors, merci pour la présentation. C'est pas facile de présenter des topos comme ça d'intelligence artificielle et caractère fœtal parce que c'est un langage pour lequel on n'est pas forcément encore très familier. Moi, sur Besançon, on travaille effectivement aussi sur ce sujet-là, alors sur une base là, de 15 000 dossiers. Je suis curieux de voir, quand on choisit de prédire en fait, le pH inférieur à 7,05, tu parlais des personnes qui ont décomposé en fait, ces tracés. Comment vous avez pris en compte les tracés d'expulsion?
La on qualité avait, des signaux, tu sais, Oui. au moment Alors, de la phase expulsive, on sait qu'on a une qualité de signal qui est très très médiocre et les tracés sont très rarement bien enregistrés. Et comment vous avez fait pour analyser justement cette partie? Parce que des fois, on a 9 heures de tracé en cours de travail bien exploité avec un beau signal, et pendant une demi-heure, on ne sait plus trop ce qui se passe. Or, ça va être corrélé à l'issue néonatale. Ouais. Alors, c'est plein de détails, mais globalement, là, ce modèle-là, bon, je ne l'ai pas mis, on a aussi travaillé sur la longueur du segment qu'on peut prendre pour essayer de prédire. Donc, nous, on est resté sur 30 minutes, parce que c'est ce qui est représenté c'est ce qu'on utilise pour le pH au scalp, qui est un peu notre, pas le gold standard, mais en tout cas vers quoi on veut se comparer. Donc, on analyse 30 minutes de segment, mais sur ces 30 minutes de segment, pour modéliser, parce qu'en fait, repérer une ligne de base, repérer un ralentissement, tout ça, on le fait sur 10 minutes. Et donc, si sur 10 minutes, si sur 30 minutes, j'ai plus de 10 minutes de perte de signal, j'exclus le rythme. Donc, c'est-à-dire que j'ai besoin il me faut quand même, quand il y avait moins de 10 minutes de perte de signal, je le corrigeais de manière un peu grossière, on faisait un trait. Au début, il y a des papiers qui parlent de ça, de comment corriger des pertes de signal. Et il y a Donc des tu modèles excluais en fait les périodes où tu n'avais pas d'interprétation. Et au final, quand on prend juste un trait continu, c'est pareil que de faire un truc aussi complexe. Mais quand il y avait plus de 10 minutes, il n'était pas analysé. Mais ce qui est une limite. Mais en tout cas, ça sera intéressant pour la validation du coup en prospective, parce que c'est là où on va se tester, parce qu'on verra ce qui se passe. Mais pour déjà valider le modèle, je les ai exclus. Okay. Ouais. Merci beaucoup. On va enchaîner avec le prochain topo. C'est au tour d'Isabelle Attali, qui va nous parler de la classification de Grenoble des déclenchements. Bonjour à tous, donc, je suis Isabelle Attali, interne de gynécologie et obstétrique à Paris. Je vais vous présenter donc mon étude qui porte sur l'augmentation des taux de déclenchement au sein de la maternité Port-Royal entre 2014 et 2021, et plus particulièrement l'étude des caractéristiques des groupes de patientes qui contribuent le plus à cette augmentation. Donc, le déclenchement du travail est une pratique de plus en plus fréquente. Elle concerne en effet 25% des accouchements en 2021 selon la dernière enquête nationale périnatale, contre 22% en 2016, et ce taux était stable entre 2010 et 2016. Les indications et les techniques de déclenchement sont très variables d'une maternité à l'autre, et donc il est important d'en évaluer nos pratiques, et en particulier de voir dans quel contexte et pour quelle cause cette augmentation est retrouvée. Pour cela, il nous fallait donc une classification standardisée, simple et reproductible. Nous avons donc utilisé la classification de Grenoble qui a été publiée en 2022 par l'équipe de Grenoble, qui a l'air d'être un bon outil, en tout cas qui a pour mérite d'être plus simple et reproductible que les précédentes, à l'image de la classification de Robson pour les césariennes. Cette classification repose sur des critères obstétricaux bien définis, avec un questionnaire de 8 questions successives dont l'ordre et les relations entre les groupes sont importants pour une interprétation rapide et facile des données. Donc, si c'est une grossesse multiple, c'est le groupe 1, présentation en siège, groupe 2, accouchement avant 37 semaines, groupe 3, rupture prématurée des membranes, mais accouchement après 37 semaines, groupe 4, accouchement après 41 semaines, groupe 5. Ensuite, si l'accouchement a lieu entre 37 et 40 semaines et 6 jours, s'il y a une pathologie maternelle, c'est le groupe 6, pathologie fœtale, groupe 7. Et enfin, si la patiente a répondu à aucune des questions précédentes, c'est qu'a priori, il n'y avait pas d'indication médicale au déclenchement, et donc elle rentre dans le groupe 8. L'objectif principal de notre étude a été de comparer la répartition des indications de déclenchement selon la classification de Grenoble entre deux périodes, 2014-2017 et 2018-2021, au sein de la maternité Port-Royal. Notre objectif secondaire a été de comparer les taux de césarienne parmi les patientes déclenchées. On a utilisé 2018 comme année seuil suite à l'étude et à la publication de Grobman, l'étude Rife publiée dans le New England en 2018, qui a retrouvé notamment une diminution du taux de césarienne chez les patientes déclenchées par rapport au travail spontané. On a réalisé une analyse univariée puis multivariée avec ajustement sur 2 facteurs, la parité et l'origine géographique. On est donc parti d'une population de toutes les patientes qui ont accouché entre 2014 et 2021 au sein de la maternité Port-Royal. On a exclu les IMG, les morts fœtales in utero, les accouchements avant 24 semaines et ou de nouveau-nés inférieurs à 500 grammes.
On avait donc une population d'enfants vivants viables de 40 800. Puis on a exclu les césariennes avant travail et les mises en travail spontanées, ce qui nous a permis d'obtenir un nombre total de déclenchements de 9 523. C'est donc une étude observationnelle, rétrospective et unicentrique. Ce tableau représente l'évolution des caractéristiques de notre population au cours de la période d'étude, donc entre 2014 et 2021. Globalement, nous n'avons pas de différence majeure entre les groupes et au fil des années, si ce n'est un peu plus de patientes d'origine de France métropolitaine et un peu moins de patientes primipares. On avait un âge moyen des patientes autour de 33 ans, 1 à 2% des patientes qui avaient une HTA préexistante, 2 à 3% avaient un diabète préexistant. L'âge gestationnel moyen à l'issue était de 39 semaines et demie. On avait 60% de voix basse spontanée, 10% de voix basse instrumentale et autour de 25 à 30% de césarienne, avec un poids du nouveau-né moyen de 3,3 kg. Donc ceci représente l'évolution des taux de déclenchement et de césarienne à Port-Royal. Donc pour une maternité qui compte autour de 5000 accouchements par an, on a un taux de déclenchement qui a franchement augmenté au cours des années, qui est passé de 19 à 27%, avec une plus franche augmentation à partir de 2018. Le total des césariennes sur le total des accouchements est assez stable au fil des années, autour de 25%. Et par contre, les césariennes, parmi les déclenchements, on a une tendance à la diminution avec un taux qui passe de autour de 28% à 25%, ça je vais y revenir. Donc ceci représente l'évolution de la répartition des différentes catégories de la classification de Grenoble parmi donc les patients déclenchés. On a donc 2 périodes de comparaison, 2014, 2017, 2018, 2021. Chaque histogramme représente la totalité des déclenchements sur la période. Chaque patiente est donc attribuée à un groupe de la classification, sauf certaines qu'on n'a pas pu classer, qui sont en grise à droite, autour de 5%, 4%. Et chaque groupe de la classification de Grenoble représente donc une part des déclenchements totaux. On avait donc un peu plus de déclenchements dans la deuxième période pour siège, donc le groupe orange, et pour pathologie fétale, le groupe 7, le groupe bleu foncé. On avait un peu moins de déclenchement pour les groupes accouchement après 41 semaines et accouchement pour pathologie maternelle et une stabilité des autres groupes. Donc des groupes 1, grossesse multiple, groupe 3, accouchement avant 37 semaines, groupe 4, c'est rupture prématurée des membranes et accouchement après 37 semaines, et le groupe 8, donc finalement sans indication médicale, ce taux était également stable. Si on prend du recul et on regarde parmi le total des accouchements cette fois, on a donc une augmentation du taux de déclenchement qui passe de 21 à 25% au cours des 2 périodes, avec une augmentation de la part de chaque groupe de la classification de Grenoble, une augmentation plus franche pour les groupes sièges, donc groupe 2, pathologie fétale, groupe 3, et le groupe 4, donc rupture prématurée des membranes et accouchement après 37 semaines. Cette fois, concernant le taux de césarienne parmi les patientes déclenchées, donc toujours selon la classification de Grenoble, on a une franche diminution du taux de césarienne entre les 2 périodes, avec un taux qui passe de 27% à 24% en analyse univariée, et une diminution de quasiment tous les groupes de la classification de Grenoble. Une plus franche diminution, en tout cas de manière significative, pour les groupes grossesse multiple, pathologie maternelle et pathologie fétale à la limite de la significativité. Et ces résultats sont également retrouvés en analyse ajustée donc sur nos 2 paramètres, la parité et l'origine géographique. Donc au total, l'utilisation de la classification de Grenoble nous a paru un bon outil, mais reste imparfaite parce que finalement, le groupe dans lequel est attribuée la patiente ne reflète pas forcément l'indication réelle du déclenchement. Par exemple, le groupe 1, les grossesses multiples, toutes les patientes sont dans ce groupe-là, alors que finalement, ce n'est pas forcément parce que c'est une grossesse multiple qu'elle va être déclenchée. Et parfois, pour nous, assez difficile à utiliser en rétrospectif à partir d'une base de données informatisée avec pas mal de données manquantes. Donc il serait peut-être intéressant de l'implémenter dans des logiciels pour améliorer l'exhaustivité et la reproductibilité de nos résultats. Elle nous a également permis de cibler certains groupes pour les analyser plus précisément. En effet, on voulait essayer de retrouver pourquoi on avait plus déclenché pour pathologie fétale. Donc on a essayé de retrouver les différents sous-groupes avec les indications plus précises de déclenchement, mais on n'y a pas vraiment réussi parce qu'on avait trop de données manquantes de nouveau. Et enfin, il n'est pas forcément facile d'interpréter les évolutions
car chaque groupe de la classification de Grenoble représente une part des déclenchements totaux, et on n'a pas pour chaque groupe le taux de déclenchement sur le taux d'accouchement total de ce groupe-là. Donc au total, on a donc une augmentation à Port-Royal du taux global de déclenchement qui est passé de 19 à 27%. Les principales indications de déclenchement étaient le terme dépassé, la rupture prématurée des membranes avec un accouchement après 37 semaines ou la présence d'une pathologie maternelle. On a retrouvé une augmentation du taux de déclenchement pour les sièges et pour les pathologies fœtales, probablement liée pour les sièges au fait que les protocoles ont changé à Port-Royal sur les déclenchements sur col intermédiaire des sièges en 2018 et également suite à la publication des critères d'âme de macrosomie en 2015. On n'a pas retrouvé d'augmentation des déclenchements sans indication médicale dans notre maternité. Et enfin, on retrouve une diminution du taux de césarienne chez les femmes déclenchées entre les deux périodes. Donc se posent les questions, est-ce qu'on déclenche plus parce qu'on déclenche mieux ou est-ce qu'on déclenche plus de patientes qui représentent des situations obstétricales plus cliniquement favorables. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ça va être très intéressant. Y a-t-il des questions dans la salle? Moi, j'en ai une en attendant. Bravo, parce que vous avez été très réactif, en tout cas, dès qu'il y a eu l'organisation et la publication de la classification de Grenoble. Vous en êtes de suite emparé pour étudier ces données-là qui sont très intéressantes. Donc, on le voit pour le groupe 7. Tu mets que la principale explication sur les pathologies fœtales serait peut-être sur le changement de protocole sur les macrosomes. Je ne pense pas que c'est aussi quand on devient de plus en plus actif sur les PAG et RCU. Dès qu'on dépasse 37 semaines, il n'y en a pas beaucoup qui doivent laisser dépasser 39 semaines ou qui déclenchent plus facilement, alors qu'on pouvait avant les laisser aller jusqu'à terme, en cas de Doppler normaux et qu'on était du troisième percentile. Oui, c'est vrai. Et ça, tu n'as pas cette donnée du tout sur l'indication dans le groupe 7. En fait, on a essayé de le faire, mais on avait trop de données manquantes parce que finalement, quand on prend une base de données informatisée, le codage est fait que les sages-femmes ou les médecins mettent pathologie fœtale, autre pathologie fœtale. On avait le diabète, on avait par exemple juste le fait que c'était le poids de naissance qui était anormal, mais on n'avait pas de détails plus précis, donc il fallait retourner dans les dossiers papier de toutes les patientes, et en fait on avait un nombre tellement important de dossiers qu'on ne l'a pas fait, on s'en est tenu à la base de données informatisée. Nicolas. J'ai une question rapide. En fait, la dernière phase d'émission du taux de césarienne chez les femmes déclenchées entre les deux périodes, est-ce qu'il y a eu une modification de votre protocole de déclenchement sur la période ou c'est toujours pareil, enfin, vous avez un protocole qui est stable? Et l'occupation en salle de naissance, par exemple. Est-ce que les patientes vous les laissez plus longtemps parce que ça peut être un effet, pas pervers, mais en tout cas un effet qui biaise vos résultats pour expliquer pourquoi vous avez moins de césariennes. Est-ce qu'on a changé les protocoles de déclenchement de manière générale? Le protocole, il y a la durée qu'on s'autorise avant qu'on considère que c'est un échec de déclenchement. Je vais juste me permettre d'intervenir parce que du coup c'est moi qui ai encadré Isabelle pour aider pour répondre à ces questions. Non, on n'a pas vraiment changé en fait les protocoles de déclenchement. Après, l'hypothèse qu'on a, c'est que comme en fait on déclenche de plus en plus, potentiellement qu'on déclenche mieux, c'est-à-dire qu'en fonction du col et de la situation clinique, on sait plus facilement quel type de produit utiliser pour déclencher et ce qui aurait pu diminuer notre taux de césarienne. La question d'avant sur les pathologies fœtales, nous à Port-Royal, on est quand même on va très facilement en fait au bout de la grossesse sur les PAG avec des Dopplers normaux et des rythmes normaux, donc c'est pas vraiment l'explication qu'on a. Après, encore une fois, je pense que comme on est rassuré sur le taux de césarienne des patientes qu'on déclenche, potentiellement qu'on déclenche plus les patientes qui viennent pour une diminution des MAF, des anomalies du rythme, ou peut-être qu'avant, sur la première période d'études, on était un petit peu plus... on les déclenchait moins, en fait, et je pense que maintenant, ces patientes-là, on a plus tendance à les déclencher, même sur des cols qui ne sont pas favorables. Et les macrosomes, vous les déclenchez alors? Ah oui, bien sûr. D'accord. Oui. Selon les critères d'âme, on les déclenche. Selon les critères d'âme. Ouais. D'accord. Ouais. En tout cas, vous avez tenu bon sur les matuts de convenance. Oui. Ouais. Non, mais j'étais curieux de voir ça. En fait, nous, c'était... On retrouve toujours une bonne En fait, raison de les déclencher, c'est donc ça. c'est Et pour puis, ça. honnêtement, nous, c'était une de nos hypothèses. On s'est dit, en fait, on a augmenté notre taux de déclenchement. Peut-être que c'est parce qu'on a augmenté les taux de déclenchement pour convenance. En fait, pas du tout, finalement. Donc, on était plutôt contents de nos résultats. C'est ça. Pour rejoindre ce que disait Nicolas, sans changer forcément les protocoles, on a tous évolué quand même sur cette période-là, sur la gestion du travail, sur la définition de la phase active.
qui est quand même passé Oui, c'est vrai. de 3 à 5-6 cm plus tôt. Et avant de dire échec de déclenchement, ça, on l'a tous fait. Et ça, c'est sûr que ça biaise sur nos Voilà. taux de Et en fait, survie. en effet, sur la méthode de déclenchement en tant que telle, il n'y a pas eu vraiment de changement de protocole. Après, c'est sûr qu'en effet, sur la phase de latence, la phase active, notamment aussi sur nous, le temps qu'on laisse les patientes à dilatation complète, on a un peu augmenté aussi le délai. On est passé de 3 à 4 heures, en fait. Mais bon, ça, c'est vraiment assez récent quand même. Et ça peut expliquer. Ça peut expliquer. Pas sur la méthode, pas sur les méthodes de déclenchement utilisées, mais plutôt sur en fait, la gestion du travail après. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est au tour de Anne Pinton. Anne Pinton va nous parler des risques d'hémorragie sévère du postpartum selon le type d'hystérotomie crânio-caudale ou transversale. À toi de jouer. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je vais présenter en fait la thèse d'Estelle Sestito qui n'a pas pu être là et que j'avais donc encadrée pour sa thèse, qui était sur l'élargissement de l'hystérotomie crânio-caudale ou transversale et les pertes sanguines césariennes. Donc, le contexte est la césarienne, donc c'est quand même une intervention fréquente. Sur la dernière ENP, c'est 21% des naissances. L'hémorragie du postpartum, c'est aussi une complication fréquente. C'est 11% des femmes et elle est sévère dans 3% des cas. Donc effectivement, depuis, il y a plusieurs textes, mais donc la césarienne, c'est connu pour être une intervention à risque hémorragique de deux types, sur l'atonie utérine et aussi sur les plaies chirurgicales. Et effectivement, il y a plus de risque hémorragique en cas d'urgence, d'une césarienne en urgence que programmée. Donc depuis 2004, la prévention de l'HPP, il était recommandé de mettre de l'ocytocine et de faire une délivrance par traction dirigée du cordon. Et les RPC de 2022 sur la césarienne ont redonné aussi des recommandations pour la césarienne, en préférant donc la technique de Misga-Vladac, de faire l'hystérotomie au doigt plutôt qu'au ciseau, et de faire l'élargissement de l'hystérotomie de façon plutôt crânio-caudale que transversale. Cette dernière recommandation, elle repose en fait sur une méta-analyse et un essai où il s'était intéressé, donc le dernier essai s'était intéressé sur le critère de jugement principal, c'était le delta d'hémoglobine, selon le type d'élargissement de l'hystérotomie, et ne retrouvait pas en fait de différence significative. Et la méta-analyse s'était intéressée sur le critère de jugement principal, c'était sur les pertes sanguines. Et là, il retrouvait une différence significative en faveur de l'élargissement crânio-caudal, mais sur un différentiel donc de 60 millilitres sur les pertes sanguines. Donc c'est quand même peu probant cliniquement. Donc l'objectif de notre étude, c'était de comparer ces deux techniques d'extension de l'hystérotomie en césarienne, donc transversale ou crânio-caudale, et de regarder sur l'hémorragie du postpartum sévère, qu'on a définie comme étant une perte sanguine supérieure ou égale à 1000 cc. Donc pour ça, on a fait une étude observationnelle au CHU de Trousseau. On a fait un recueil prospectif de toutes les césariennes entre novembre 2020 et 2021. Donc c'était des grossesses singletons après 30 semaines d'aménorrhée. On avait calculé à peu près un nombre de sujets nécessaires de 416 par groupe. On a fait une analyse univariée, puis multivariée. On avait exclu donc toutes les femmes chez qui il y avait une hystérotomie qui avait été faite au ciseau ou élargie au ciseau, les femmes qui avaient un placenta prévia ou des troubles de la coagulation connus. Notre critère de jugement principal, donc, c'était l'hémorragie sévère définie par un saignement supérieur à 1000 cc. Les critères de jugement secondaire, c'était les transfusions sanguines, les complications chirurgicales, lésions des pédicules, refends et la variation du taux d'hémoglobine. Au total, il y a eu 952 césariennes. Et on en a exclu 100, et donc 851. Et il y en avait donc 404 qui avaient un élargissement transversal, 47%, et 446 qui avaient un élargissement crânio-caudal, 52,5%. Quand on regarde notre critère de jugement principal, il n'y avait pas de différence significative. Globalement, c'est des femmes qui vont saigner à peu près donc 400 ml dans les deux groupes. Et on avait 12% de femmes qui avaient un saignement supérieur à 1000 cc dans l'hystérotomie transversale et 13,9% dans l'hystérotomie crânio-caudale. Et quand on s'intéresse aux pertes à plus d'1,5 litre, c'est pareil, il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes. Sur nos critères de jugement secondaire, sur la transfusion non plus, il n'y avait pas de différence significative. Sur la lésion des pédicules utérins non plus. Et sur les traits de refend non plus. Par contre,
on retrouvait une différence significative sur les sutures chirurgicales complémentaires. Ça veut dire refaire quelques points. On a inclus tout ça. C'était donc un ou plusieurs points. Et là, il y avait donc en faveur de l'hystérotomie crânio-caudale. C'était que 26% des femmes contre 36,9%. Et sur le delta d'hémoglobine, il n'y avait pas non plus de différence significative. Sur l'analyse multivariée, on a choisi les variables en fonction de l'analyse univariée et en fonction des critères qui ressortent dans la littérature qui sont connus comme étant pourvoyeurs d'hémorragie du postpartum. Et donc, on a pris l'âge gestationnel de la césarienne, le type d'hystérotomie, l'âge maternel, le type de césarienne si elle avait été faite pendant le travail ou en dehors du travail, et l'indice de masse corporelle. Et ça ressortait pas... il y a l'élargissement crânio-caudal ou transversal n'était pas du tout associé de façon univariée ou multivariée. En discussion, cette étude, elle a un effectif qui est assez important. Il y a eu un recueil qui a été fait en systématique, en prospectif. On avait peu de critères d'exclusion, donc c'est assez représentatif de la population des césariennes. La répartition, c'était assez intéressant de voir qu'elle était assez équilibrée entre les deux groupes. Finalement, sur un même centre, il y a quasiment 50% des gynécologues qui font d'une certaine façon et 50% de l'autre. Il nous semblait que notre critère clinique de jugement principal, il est vraiment cliniquement pertinent, avec ses saignements supérieurs à 1000. Après, ça reste une étude observationnelle, on n'a pas randomisé, il n'y a pas d'aveugle. Le taux d'HPP, alors on peut discuter pas mal de points, donc là j'en ai mis 2. Là, d'abord le taux d'HPP sévère de 13% quand même, donc 13% de nos césariennes saignent plus de 1000 millilitres. Est-ce que c'est beaucoup? Et est-ce qu'on n'a pas surestimé les pertes sanguines? Effectivement, dans notre centre, nous, on pèse systématiquement les champs. Le liquide, normalement, il est retiré. L'infirmière du bloc retire le volume de liquide amniotique. Mais c'est vrai qu'on fait attention à vraiment bien aspirer le sang dans les poches et on pèse les champs de façon systématique. Quand on regarde, par contre, le volume de sang perdu, les pertes sanguines, elles sont superposables aux autres études. Et sur l'hémorragie, à plus de 1500, nous, on avait 2,9 et 3,5. Et l'étude de Chromie, c'était 0,2 et 2. Donc c'est vrai que c'est un peu plus. Notre taux de césarienne, il est de 28% dans notre population. C'est supérieur au taux national. Après, ça reste une maternité niveau 3. Et donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas mis en évidence de différences significatives entre l'élargissement crânio-caudal ou transversal sur le critère d'hémorragie du postpartum sévère en analyse univariée et multivariée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions dans la salle? Ouais, mais tu es juge et parti. Félicitations pour ce très beau topo. Sur les critères d'ajustement, Oui. si je veux bien remettre le... Je ne sais pas si vous avez mis beaucoup de critères qui étaient en lien avec l'HPP, genre la parité, le poids fœtal. L'atonie. Ouais, enfin des choses qui sont facteurs de risque d'atonie et qui du coup, pour Oui. sur l'hémorragie, vous n'avez pas mis dans les... Oui. Donc ça, c'est une première. On pourrait, c'est vrai que c'est encore en discussion des critères à mettre. C'est vrai qu'on avait mis l'âge, la parité. Alors en univarié, ça ressortait pas significatif. Et c'est vrai que comme c'est corrélé quand même aussi à l'âge maternel, je l'avais pas mis, mais on pourrait. Et après, il y avait d'autres critères qu'on peut discuter. Il y a aussi, c'était intéressant, la césarienne à dilatation complète, ça ressortait, l'ocytocine. Mais tout ça, c'est des femmes qui sont en travail. Donc j'avais fait une analyse en sous-groupe. Et le type d'hystérotomie ne ressortait toujours pas. Mais effectivement. Et pour l'atonie, parce que c'est une question, parfois ça saigne parce qu'il y a une atonie et ce n'est pas votre hystérotomie qui saigne, c'est l'atonie qui saigne. Est-ce que vous avez regardé le Nalador, par exemple, qui était utilisé pour une atonie dans ces patientes? Oui, je pourrais, ouais, c'est vrai. L'utilisation du Nalador, parce qu'on se pose la question, mais ça rejoint un petit peu ces critères qui pourraient être des facteurs confondants. Et moi, j'ai juste une question. Vous utilisez des... Alors, comment on choisit son incision à trousseau? Alors, je crois que ça dépend de l'opérateur. Oui. C'est vrai. Il me semble que j'ai été chef à trousseau, on faisait les crânio-caudales. Il me semble-t-il, peut-être que... Alors, en fait, ça dépend de l'opérateur. Je crois qu'il y a des opérateurs, des chefs qui laissent l'interne choisir.
Et il y en a d'autres qui imposent un type. D'accord, parce qu'on se demandait d'où vous les trouviez, parce qu'on est plus nombreux maintenant à faire je pense, des craniocaudales, mais peut-être pas. Typiquement, moi je plaide coupable, peut-être que le niveau de preuve sur la craniocaudale ne m'ayant pas convaincu, je n'ai pas de prérequis sur ça. Donc en fait, toutes les patientes où c'était des latérales, c'est Pierre Delorme. Non. Non. On a fait beaucoup de césariennes dans la Trousseau. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que on voyait que ceux qui faisaient des transversales, on avait pris l'ancienneté du senior, mais ça ressortait pas, mais on avait pris en inférieur à 2 ans, supérieur à 2 ans, donc peut-être qu'on aurait dû prendre autre chose. Mais ce qui ressortait par contre, c'est ceux qui font des transversales, ils font plus de décollement vésical et ils font plus de délivrance artificielle. Voilà, mais je... Merci en tout cas. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est presque à l'heure. On va passer au dernier topo de Johan Attiel. Alors je vais essayer de faire vite parce qu'on a tous faim. Donc je suis Johan Attiel, je suis gynécologue obstétricien à Paris. Et du coup là on a vu plein de présentations, la majorité faite par des internes. Et du coup la question c'est de savoir est-ce qu'ils vont finalement publier leurs travaux. Et du coup c'est la question qu'on s'est posée à la maternité Port-Royal, hein, de savoir le taux de publication et aussi les facteurs associés à la publication. Alors pourquoi est-ce qu'il faut publier? Alors tout d'abord pour diffuser son travail, pour partager ses données, pour faire avancer la science. On sait aussi que ça permet une valorisation du travail effectué, une reconnaissance. On sait que c'est un certain passage obligatoire pour la validation, par exemple, du DES, pour obtenir des points SIGAPS pour des postes universitaires. Et aussi, ça rapporte des sous. Il faut savoir qu'il y a un système de comptabilité des publications avec les points SIGAPS et qu'un point SIGAPS, en fonction de la revue et du rang des auteurs, c'est 648 € pendant 4 ans. Donc, quand on est premier auteur dans la JOG, ça rapporte au service 82 000 €. À la maternité Port-Royal, ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque interne qui passe tous les 6 mois, il y a un projet de recherche qui est assigné à l'interne, qui est obligatoire. L'interne est encadré par un des seniors du service. Il y a des réunions en début de semestre pour valider le projet. Et le projet est présenté en fin de semestre. Et l'objectif, c'est quand même la publication. L'objectif de cette étude, c'était de déterminer le taux de publication à partir de ces projets de recherche, des caractéristiques de publication et d'évaluer les facteurs menant à la publication, à la fois les facteurs liés à l'interne, aux caractéristiques des études, et d'éventuellement voir les freins à la publication, tout ça en comparant les internes qui ont publié et les internes qui n'ont pas publié. On a fait donc une étude rétrospective qui portait sur l'ensemble des internes de 2010 à 2020. On n'a pas inclus 2021-2022 parce qu'il y a pas mal de données dans la littérature qui disent que le délai de publication moyen, c'est 2 ans. Donc c'était pour limiter le biais lié à ce délai de publication. Et on a fait 2 analyses, à la fois directement sur PubMed, j'ai regardé toutes les publications avec les internes et les projets. Et on a aussi envoyé un questionnaire à tous les internes avec des questions sur leurs caractéristiques avant le passage à Port-Royal, leur évolution professionnelle, l'encadrement et les freins rapportés à la publication. Il y avait 156 internes sur les 10 ans, 130 ont répondu au questionnaire, donc on a à la fois des données via PubMed et des données sur les 130 répondants. Le taux de publication, il était de 31%, avec un délai moyen de publication de 27 mois. Le rang de l'interne dans les auteurs, il était premier auteur dans 75% des cas. Quand on regarde la population globale des internes, juste un point à soulever, c'est qu'il y a quand même un interne sur 2, en tout cas, qui passe à la maternité Port-Royal, qui réalise un Master 2, tandis que seuls 14% des internes ont finalement une vocation universitaire. Concernant les études qui sont réalisées, on voit que il y a des études de rétrospectives, des études prospectives. Plus de la moitié des études, des projets de recherche réalisés à Port-Royal sont présentés dans des congrès régionaux, nationaux ou internationaux, et que plus de la moitié des projets de recherche effectués à Port-Royal sont utilisés pour la mémoire de DES ou une thèse de médecine. Quand on compare en analyse univariée, donc les internes ayant publié et les internes n'ayant pas publié, les facteurs qui ressortent sont l'âge de l'interne, et plus on est jeune, plus on publie. Et puis la réalisation d'une thèse de sciences, d'un clinica et d'une vocation universitaire. Et pour le critère vocation universitaire, c'était simplement une question qu'on posait à l'interne. Est-ce que vous avez une vocation universitaire? Concernant les caractéristiques de l'étude, on voit que plus on fait d'études prospectives observationnelles, plus on a de chances de publier. Plus on inclut de patientes, plus on a de chances de publier. Et l'utilisation pour un mémoire et ou une thèse de médecine est aussi associée à plus de publications. Ça, c'est très discutable
par rapport au soutien de l'encadrant. Donc on voit qu'il y a une différence significative entre les internes qui ont publié et les internes qui n'ont pas publié. Alors bien sûr, ça c'est vraiment très discutable parce qu'il y a forcément un biais lié au fait que l'interne qui a publié s'est forcément senti beaucoup plus soutenu que l'interne qui n'a pas publié. En analyse multivariée, donc par régression logistique, les facteurs qui ressortent principalement, c'est une variable composite universitaire, c'est-à-dire en gros on a pris tous les internes qui a posteriori ont une vocation universitaire et ont réalisé une thèse de sciences, et on voit qu'on a 4 fois plus de chances de publier. Lorsqu'on a fait une étude prospective observationnelle, on a 7 fois plus de chances de publier, et lorsqu'on a inclus plus de 500 patientes, on a 8 fois plus de chances de publier par rapport aux autres études. Les raisons évoquées pour la non-publication, quand on posait la question aux anciens internes dans le questionnaire, c'est principalement des travaux non aboutis ou par manque de temps. Les forces et les limites de notre étude, donc c'est la première étude qui s'intéressait aux déterminants de publication chez des internes de gynécologie obstétrique. Donc en France, on a un effectif important avec un taux de réponse important de plus de 85%. On a forcément un biais d'échantillonnage, et ça on l'a montré parce que le taux de publication était plus important chez ceux qui ont répondu au questionnaire par rapport à ceux qui n'ont pas répondu au questionnaire, et peut-être un problème de validité externe. Est-ce que les internes qui sont passés à la maternité Port-Royal sont représentatifs de tous les internes de gynécologie obstétrique en France? Quelques petites données de la littérature pour comparer la publication des thèses de médecine en France, ça va de 11 à 35%, donc on se situe effectivement autour de ces chiffres-là. On sait que l'activité de publication des internes, elle favorise l'accès à certains postes, et notamment les postes de chef de clinique. Que le principal facteur qui est associé à la productivité scientifique des internes, ça a été vraiment montré dans la littérature, c'est le temps consacré à la recherche. Et du coup, probablement que du temps dédié à la recherche ou la réduction des heures de travail des internes serait associé à une augmentation de leur productivité scientifique et du taux de publication. Donc au final, en conclusion, alors soit on dit moins d'un tiers, soit un tiers des internes publient leur travail de recherche, qu'il y a des facteurs qui mènent à la publication qui sont liés au caractère universitaire de l'interne, mais aussi à la qualité de l'étude. Et on sait que le frein majeur à la publication, c'est probablement le manque de temps. Merci. Merci Johan, on a une question de Pierre-François. Oui, juste une petite question. Est-ce que tu as regardé, parce que la maquette du DES aussi change avec les années, je ne parle pas du temps de Paul Bérabeller, mais est-ce que tu as regardé avec l'obligation maintenant de publier, en tout cas en Ile-de-France, pour pouvoir son DES, est-ce que c'est aussi à considérer comme un biais ou pas par rapport aux années précédentes? Je ne sais pas si en 2010, ce n'était pas déjà le cas. Non, je n'ai pas regardé. Paul, c'était déjà le cas quand tu passes à Port-Royal? Tu as passé ton interview. En tout cas, Paul a publié son étude de Port-Royal. Non, je ne l'ai pas publié. Tu l'as pas publié? Non, je ne l'ai pas publié. Mais après, j'ai fait une thèse. Oui. Non, mais non, je ne l'ai pas publié. J'ai honte, hein, Camille, tu ne le savais pas, hein, mais... Je vais peut-être m'y mettre, là. C'est le travail là, mais ta thèse... Et juste, est-ce que la période des 48 heures hebdo, parce que j'ai mal vu le début de l'étude, est-ce que le fait que les internes passent en 48 heures hebdo, car quand je ne suis passé à Port-Royal en l'occurrence, il n'y avait pas de 48 heures hebdo, il n'y avait pas de repos de sécurité, et voilà. Donc est-ce que le fait, et c'est une vraie question, parce que normalement maintenant les internes, on doit leur laisser ce temps-là pour la recherche, pour faire ce qu'ils veulent, etc. Est-ce qu'on sait sur la période s'ils ont un peu plus publié depuis qu'ils sont en 48 heures hebdo, où ça sert? Alors, on a un peu le taux de publication en fonction des années, mais c'était difficile de conclure. Ça, c'est le taux de publication sur les années. Mais en fait, il y a des effectifs qui sont très différents, parce que maintenant, on a quasiment 8 à 10 internes, alors qu'en 2010, c'était 5-6 internes. Donc, c'est difficile d'évaluer ça. Et après, le temps des 48 heures, c'est toujours pas forcément très respecté. On n'a pas l'impression qu'il y ait une explosion du taux de publication. Voilà. Non, ouais. Pas l'impression. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça mérite quand même d'être fait au national, parce que c'est sûr que la validité externe des personnes qui passent, il y a un biais, à mon avis, des personnes qui passent à Port-Royal. Hein. Vu le nombre de Master 2, 50%, alors peut-être que c'est pareil ailleurs, mais sans doute. Pas d'autres Merci questions? beaucoup, merci à tous pour cette session très intéressante. Merci,